Cette vidéo est sponsorisée par Nextory, la seule application de lecture en France à vous proposer 250 000 titres sous tous les formats de lecture. Livres audio, e-book, BD, manga, comics, séries audio exclusives, podcasts, magazines et presse. Grâce à ses 1500 éditeurs partenaires, Nextory est un acteur majeur dans la démocratisation de la lecture en rendant accessible à tous des milliers de livres via un abonnement au prix très doux. Alors, l'écrivain que je suis est très heureux de vous proposer ce partenariat exclusif et une offre découverte explosive pour refaire éclore en vous ce lecteur curieux et passionné. Alors n'attendez plus et cliquez sur notre offre partenaire pour vous plonger dans le meilleur de la littérature mondiale où que vous soyez. Pour beaucoup, le Japon, que ce soit dans l'imaginaire, sa consommation de pop culture importée et mal assimilée, ou par ses voyages, voire son implantation physique, prend la forme d'une ville colorée, bruyante, lumineuse et pleine de rebondissements ludiques à chaque coin de rue. Pour d'autres, ce seront des images des grands sites touristiques qui leur viendront à l'esprit à la simple évocation du nom de ce pays souvent fantasmé. Faites le test et vous verrez que ce sont des clichés et des images rassurantes qui vous viendront lorsque vous prononcerez le nom Japon, les yeux fermés et sans trop réfléchir. Pourtant, dans la réalité de ce pays, une grande partie de la population vit dans des endroits qui n'ont rien à envier aux mornes quartiers défavorisés américains ou aux campagnes mortifères des régions les plus reculées de la France profonde. Étranger, arrogant et sûr d'avoir assimilé les codes et les règles de vie au Japon, je me suis retrouvé, par amour, résident de l'une de ces campagnes japonaises reculées où rien ne perce ni ne prend racine, hormis les rites séculiers, la peur des autres dont j'étais, et où l'intégration exotique qui m'avait donné l'illusion de faire partie de ce tout que je rêvais de faire mien, me renvoyait à ma condition de déraciné suspect, tout du moins indésirable. Il sera bien temps de parler de ma condition rurale, insulaire et japonaise en d'autres lieux, mais revenons à nos zones sans rêve et par trop ancrées dans cette réalité nippone qui se cache pour se protéger. Yamaguchi, préfecture la plus au sud de l'île principale de Honshu, fait partie de ces campagnes anonymes et sans éclat qui n'attirent que peu le chaland d'au-delà des mers et ne se distinguent pas par des monuments remarquables comme Nara, Kyoto ou Tokyo. Préfecture rurale, reculée et peu peuplée, elle compte un grand nombre de petits villages reculés et épargnés par la modernité, mourant à petit feu avec ses anciens et souvent rendus à la nature dévorante. Sheonan est l'une de ces petites villes portuaires et industrielles sans charme dont le seul mérite est d'avoir vu naître mon amie et talentueuse mangaka Morizono Milk, laissant à l'ennui le soin de forger les caractères des autochtones et à l'alcool celui de perpétuer les lignées. Si vous roulez une 50aine de kilomètres en direction des montagnes, vous tomberez sur Mitake, au bord de la rivière du même nom, une petite bourgade rurale productrice de fruits et d'ennuis où la douceur de vivre va de pair avec l'âge des habitants, travailleurs de force, en lutte permanente pour leur survie et la reconnaissance de leur savoir-faire oublié. Cette riante bourgade de 600 habitants fait toutefois figure de mégapole comparée à celle où je vous emmène aujourd'hui. Pour prendre la température rectale de la planète, il vous faudra vous perdre encore 30 km plus au nord une fois la rivière Mitake franchie et la ferme fruitière Fukuda dans votre rétroviseur. Vous arriverez alors dans un hameau presque fantôme du nom de Oasa où survivent 14 âmes
coupés du monde, dont 10 ont dépassé l'âge de la retraite depuis l'avènement du moteur à explosion. C'est dans cet endroit oublié par le progrès que naquit celui dont je vais vous parler aujourd'hui, et qui en juillet 2013 massacra presque la moitié de la population de ce riant hameau. Alors plongeons-nous ensemble dans ce Japon des damnés et des oubliés. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Homi Kōsei, l'artiste idéaliste devenu pour la postérité l'auteur du massacre de Yamaguchi. 今からおよそ30年前の30代の頃、神奈川県川崎市のちょうどこの辺りのアパートにタイル職人をしながら住んでいたといいます。Homi Kōsei est né le 12 septembre 1950 dans le petit village de Oasa de parents forestiers et maraîchers. Deuxième fils de ce couple de travailleurs acharnés qui arrachaient leur subsistance à la terre, il évoluera dans un milieu protégé et isolé du monde, ne connaissant de la civilisation que la banlieue de Sionan, où ses parents se rendaient chaque semaine pour vendre leurs légumes et, parfois, livrer du bois de construction avec un camion antédiluvien. Il fréquentera l'école communale de Kimpo, un village plus gros que les autres et qui réunissait tous les enfants des environs pour constituer un effectif total de 45 bambins, toutes classes confondues. Très jeune, il développera des talents évidents pour le dessin et la musique et passera beaucoup de temps près de la rivière à rêver et à écrire des poèmes, ce qui ne manquera pas d'inquiéter ses parents qui l'orienteront bien vite vers un collège-lycée professionnel pour qui commence à y apprendre un métier, de crainte qu'il ne se trouve une vocation artistique. Son grand frère, âgé de 6 ans de plus que lui, avait quitté l'école pour reprendre l'exploitation forestière lorsque Kōsei entra au collège de Sunan, y découvrant un autre monde, celui des urbains, des petites bandes de quartier et du superflu. Dès l'âge de 12 ans, il avouera ressentir une certaine attirance pour le monde de ces jeunes garçons aux cheveux gominés, assis sur des motos toute la sainte journée, fumant des cigarettes en regardant le monde. Alors oui, lorsqu'il entrait chez lui et retrouvait la maison familiale perdue dans les bois et équipée du strict minimum, ses parents et son frère fourbus et éteints, il se prenait à rêver de vie citadine, de motos, de filles et de soirées qu'il imaginait grandioses, et comme dans les films américains qu'il allait voir en cachette avec ses amis. À 16 ans, il quittera l'école pour faire un apprentissage dans le bâtiment et travaillera un temps à Sunan tout en restant chez ses parents, qui ne manquaient pas de lui faire payer un petit loyer avec sa paye de manœuvre comme c'était l'usage à cette époque. C'est là qu'il rencontrera Mayumi, une jeune femme de 20 ans qui fréquentait une petite bande de motards de Yamaguchi adeptes du rock'n'roll, des motos américaines et des petits boulots pour les gangs de yakuza locaux. Toujours fasciné par cet univers et très amoureux, il tiendra tout de même ses engagements auprès de ses parents, obtiendra son diplôme professionnel, puis suivra sa dulcinée à Tokyo, où il commencera à travailler pour une entreprise de construction tout en économisant pour se payer des blue jeans, des bottes américaines et des disques d'Elvis Presley. Travailleur acharné, il se diversifiera dans ses compétences et passera des formations de maçon, de plâtrier, de couvreur et de charpentier, travaillant parfois tout seul sur des chantiers privés. Par le biais de ses amis motards et de sa fiancée, il se fera quelques amis dans le clan Sumiyoshi-kai et arrondira ses fins de mois en menant des travaux de construction pas forcément très légaux mais grassement rémunérés. S'il avait toujours su dire non aux appels des paradis artificiels venus d'outre-Atlantique, se contenter de tabac local et de bière de chantier, il n'en était pas de même pour sa chair et tendre qui se laissait volontiers entraîner dans toutes les addictions de passage, des substances les plus herbacées à celles purement synthétiques. Mayumi dépensait beaucoup de l'argent que Kōsei gagnait, mais surtout le tirait vers le bas régulièrement, le suppliant de partir avec elle vers ces paradis artificiels. Par amour, là encore, et sûrement par curiosité, le jeune maçon commença à partager les poisons de sa moitié et se retrouva vite assailli par les mêmes démons qu'elle. Ces années 70 furent assez chaotiques entre gangs, stupéfiants et travail au noir.
Il se retrouva vite dans le collimateur de la police et connut même la paille humide des cachots de commissariat à plusieurs reprises lors de bagarres nocturnes et de coups de filet policiers. Pendant cette décennie fabuleuse, il déménagera à plusieurs reprises suivant le mouvement de ses interdictions de territoire, naviguant de communauté en résidence d'artistes, regrettant de plus en plus d'être passé à côté de ses rêves. Dépendant à l'alcool et aux médicaments de contrebande, il avait dû quitter les chantiers provisoirement après quelques accidents mineurs, puis définitivement lorsqu'un gang de Yokohama l'avait pris en grippe pour avoir saboté la construction d'un garage un jour de grande alcoolémie. En 1980, Mayumi, qui était tombée dans l'héroïne, décéda d'une surdose de produits dans leur appartement de Kobe, ce qui plongea Homi dans une dépression profonde et durable qu'il noiera dans le whisky bon marché et les barbituriques au point d'être hospitalisé à plusieurs reprises dans des états comateux. En 1983, il sera arrêté par une patrouille de police près de Kawasaki en caleçon et errant sans but, les yeux hagards dans un jardin public. Hospitalisé d'office en psychiatrie, il y restera quelques semaines, le temps pour les médecins de contacter son frère aîné qui viendra le chercher, effectuant par là même son premier voyage au-delà des frontières de la préfecture de Yamaguchi. Homi passera 3 mois chez ses parents à Oasa, se remettant doucement et observant de près la vie des gens de ce village qu'il avait quitté sans se retourner. Pendant son séjour, il s'achètera du matériel de peinture et quelques pains de glaise à modeler et passera beaucoup de temps à peindre, à sculpter et à écrire de courts poèmes désespérés dont beaucoup parlaient de Mayumi. L'esprit de clan, de bande qu'il avait appris lors de ses différents séjours chez les Yakuza et les motards, il le projetait de plus en plus sur cette petite communauté rurale dont il était le fruit et qu'il voyait dépérir malgré les trésors naturels qu'elle renfermait. Il proposa aux maraîchers de voir plus grand, de s'organiser en coopérative, de se syndiquer. Mais les fermiers qui avaient toujours fait comme ça entendaient bien continuer à toujours faire comme ça. En 1985, toujours fragile mais physiquement remis, Homi Kosei reprit la route et son travail d'ouvrier du bâtiment en intégrant une entreprise de travaux publics de Kawasaki. Cette fois, il ne travaillait plus pour des entreprises étranges, mais bien pour une grosse compagnie qui lui fournirait assurance maladie et prime au logement, ce qui lui permettrait de refaire sa vie, trouver un appartement et voir un psychiatre qui lui prescrira des traitements pour soigner sa pathologie dépressive et ses tendances schizophrènes. Pendant ces années, à Kawasaki, il travaillera dur, acquérera un savoir-faire supplémentaire en matière de construction et suivra son traitement à la lettre, réduisant même sa consommation d'alcool. En parallèle, il écrivait des poèmes qu'il punaisait sur ses murs et parfois sur ceux de la ville, peignait et modelait des créatures étranges avec de la glaise ou des objets de récupération, et passait beaucoup de temps à noircir des carnets dans lesquels il planifiait une revitalisation de sa région natale, chiffres et plans commerciaux à l'appui. En novembre 1993, son frère aîné fut victime d'un accident du travail et décéda après quelques jours d'agonie écrasé par un arbre qu'il tronçonnait en pleine nature et loin de toute présence humaine. Homi fut très affecté par cette disparition et par la peine de ses parents qui se retrouvaient seuls pour s'occuper de tout, âgés et fatigués qu'ils étaient. En février 1994, il démissionna de son travail et rentra au bercail, s'installant dans la demeure familiale avec ses parents. En 1994, le village de Oasa n'était plus peuplé que de 12 personnes, dont 9 âgées de plus de 65 ans, et réparties dans 8 maisons, le reste du village étant à l'abandon, les maisons vides et le dernier commerce fermé depuis des années. La vie passait, comme elle l'avait toujours fait, les cultivateurs et les forestiers, presque grabataires, partaient au chagrin chaque matin et rentraient fourbus à la nuit tombée. Le couple Homi, comme bien d'autres, était pétri de douleurs articulaires et morales et n'aspirait plus qu'au repos éternel, vaincu par la perte de leur fils préféré
et la lassitude de vivre chichement même parmi les damnés de la terre. Kosei essaya de s'intégrer à cette petite communauté qu'il avait pourtant accueillie plus que froidement. Lui, le traître qui était parti à la ville, portait la nuque longue, des bottines pointues, et ne quittait jamais ses lunettes de soleil, faisait un peu tache dans ce musée à ciel ouvert, et les habitants le lui faisaient comprendre quotidiennement. Après quelques semaines chaotiques de cohabitation avec ses parents, Homi décida d'entreprendre la construction de sa propre maison sur un terrain familial inoccupé. Il mit à profit ses compétences réelles et bâtit une maison agréable et fonctionnelle en quelques mois, regagnant un peu de sympathie auprès de ses voisins. Dans cette maison, il avait conçu une grande pièce commune et ouverte à tous qu'il avait dessinée et réalisée comme une izakaya, ces petites brasseries japonaises conviviales dans lesquelles on vient boire, manger et se détendre. Les habitants ne purent qu'applaudir la performance et le remercier pour sa générosité, et certains passaient régulièrement boire quelques verres et manger de petits plats simples que chacun pouvait déguster gratuitement ou en laissant quelque chose à hauteur de ses moyens. Très vite, il offrit ses services pour restaurer ou agrandir les maisons du hameau et il trouva de quoi s'occuper et s'intégrer dans cette communauté pourtant hostile à son égard. Cette hostilité n'était pas nouvelle et c'est son père qui en avait fait les frais en premier. Étranger, selon les critères locaux, le père Homi était originaire de l'île de Goto, au sud de Kyushu, et était venu s'installer à Oasa après la guerre, épousant une fille d'ici. Malgré cette union, ce travailleur acharné avait gardé son statut de pièce rapportée, et les locaux le lui faisaient remarquer dès que l'occasion se présentait, lui refusant même l'accès à la coopérative rurale lors de sa création. Le frère aîné de Kosei, resté au village et forestier zélé, avait connu le même problème et l'on soupçonnait même que l'indifférence dans laquelle il était mort n'était peut-être pas accidentelle. Tout cela, Homi le savait, mais tentait de passer outre, redoublant d'efforts pour se faire aimer de tous. Il réparait les toits, la plomberie et la maçonnerie des autochtones contre un panier de légumes, une pièce de viande ou quelques bouteilles d'alcool local. Le reste du temps, il aidait ses parents au jardin et à la coupe du bois, peignant et écrivant lorsqu'il avait du temps libre et cuisinant pour tous. À la fin des années 90, il s'était défait de sa coupe mulet, avait rangé ses reban et pouvait passer pour un membre à part entière de la petite communauté rurale de Oasa. Mais le quinquagénaire en devenir voyait plus grand. Abattu de voir ce village tomber à l'abandon et se dépeupler année après année, il entreprit de revitaliser tout cela en réfléchissant aux moyens de promouvoir les produits locaux au niveau national et même en créant un label reconnu par le ministère pour les produits de la vallée de Mitake. Pour cela, il utilisa sa petite auberge comme quartier général et commença à organiser des réunions pour présenter son projet, invitant même la télévision pour filmer les dernières rénovations de sa maison et quelques-unes de ses œuvres. Ce coup de projecteur sur leur petit coin bien tranquille ne plut pas à tout le monde et il eut quelques remontrances en ce sens, dont il ne tint pas compte. En 2001, Homi, qui avait contacté un délégué du ministère de l'Agriculture, reçut l'agrément de principe pour la création de son label. Heureux de cette première réussite, il convoqua les fermiers de la région pour participer à une première réunion qui établirait un cahier des charges et une ligne à prendre pour cette nouvelle opportunité économique. Mais à son grand désarroi, seules 4 personnes sur la centaine invitées vinrent y participer et tous refusèrent de rentrer dans cette coopérative. Déçu et déstabilisé par ce rejet qu'il ne comprit pas, il visita les fermes une par une pour présenter son projet en détail, mais aucun producteur n'accepta son offre, lui renvoyant ses années en ville et les rumeurs sur lui qui voulaient, pas forcément à tort, qu'il ait pu avoir des relations avec la pègre. Fort mari de cet état de fait, Homi se réfugia dans sa maison avec ses ambitions, ses idées, ses espoirs et un peu d'alcool de patate douce pendant quelques semaines. Il repartit battre le rappel quelque temps après, présentant le projet sous un nouvel angle et proposant aussi
de bâtir de ses mains et gratuitement un grand magasin de producteurs dont il ferait la promotion sur tous les médias locaux et nationaux pour faire connaître au monde entier les délicieux fruits et légumes de la vallée de Mitake, mais là encore, les habitants lui fermèrent la porte au nez et lui firent à nouveau comprendre qu'ils n'avaient pas besoin de lui. À force d'insister, certains cessèrent même de le saluer lorsqu'ils le croisaient et sa petite auberge était boudée un peu plus chaque jour. Au début de l'année 2002, sa mère tomba malade et ne put plus aller travailler au champ. Il essaya d'assister son père dans son travail, mais ce dernier, fatigué par des décennies de dur labeur, montrait lui aussi de graves signes de faiblesse et bientôt, il dut cesser ses activités de forestier pour se contenter du maraîchage à petite échelle. À la fin de l'année 2002, l'état de santé de Madame Homi s'aggrava et elle dut être hospitalisée d'urgence pour y être opérée d'une tumeur. Mais il était trop tard, elle décédera le 15 décembre 2002 et sera inhumée dans le village de Oaza qui comptait plus de tombes que d'habitants depuis déjà très longtemps. Le veuf éploré ne survivra pas longtemps à sa femme et tombera malade en février 2003 avant d'être emporté par une crise cardiaque en avril de la même année. Homi se retrouvera seul au milieu de cet environnement hostile et commencera à s'interroger sur son avenir et sa place dans cet endroit qui ne voulait pas de lui. Il continua pendant quelque temps à cultiver la terre de ses parents, s'essayant à de nouvelles cultures sous l'œil moqueur des locaux, qui ne firent rien pour lui dire que certaines choses ne poussaient pas sous ses latitudes capricieuses. Isolé et de nouveau confronté à ses vieux démons, il se remit à boire plus que de raison, et se réfugia à nouveau dans ses illusions d'un monde meilleur et d'un avenir pour cette communauté de qui il souhaitait plus que tout au monde faire partie, malgré l'hostilité qu'elle lui montrait toujours. Il décida de se remettre à la peinture et à la sculpture et, songeant à la maison du facteur Cheval et d'autres artistes qu'il admirait, se mit en tête de créer un espace artistique unique qui attirerait les touristes et relancerait le commerce local. Il allait sans dire, pour lui, que les villageois lui seraient éternellement reconnaissants pour cela et l'accepteraient enfin parmi eux. À court d'argent, il vendit une partie de la forêt familiale à un groupe forestier national, ce qui ne le fit pas vraiment entrer en odeur de sainteté auprès des locaux qui voyaient ce genre d'entreprise d'un très mauvais œil. Très vite, des rumeurs concernant une collusion entre Homi et le consortium forestier qui cherchait à expulser les locaux commencèrent à se diffuser dans toute la vallée. Les allers-retours de Homikose à Yamaguchi et Kyoto intriguèrent et certains pensèrent qu'il avait renoué avec ses amis gangsters, préparant sûrement un mauvais coup ou cherchant à attirer la pègre chez eux. En réalité, il allait voir un psychiatre pour traiter ses problèmes de dépression chronique et ses attaques d'angoisse irrépressibles. Ce faisant, au contact de la ville et de certains anciens amis, il renoua avec son goût pour le clinquant et reprit certaines habitudes, dont celle de porter en permanence des lunettes noires et de conduire de très grosses voitures clinquantes, à l'opposé des vieilles camionnettes conduites par les fermiers de la région. En 2007, il finit de vendre les bois familiaux et une partie des terres de maraîchage et se remit en tête de créer une coopérative agricole. Il fit imprimer de belles plaquettes, des panneaux, des catalogues et même des casquettes et reprit son bâton de pèlerin, sillonnant les fermes locales pour exposer son projet, affirmant même qu'il prendrait tous les frais de départ à son compte, mais on lui ferma la porte au nez quand on ne le chassa pas à coups de fourche. Déçu, amer et triste, il s'enferma chez lui et replongea dans l'alcool et les médicaments. Il avait un stock de barbituriques et d'antidépresseurs qu'il descendit en quelques semaines, faisant couler le tout avec de grandes rasades de whisky qu'il consommait en bonbonnes entières chaque semaine. Face à l'indifférence, puis aux rumeurs, il commença à développer un profond ressentiment envers ces gens qu'il souhaitait autrefois aider et qu'il commençait à détester. Petit à petit, il ne sortit plus de chez lui que pour promener son chien le soir venu, lunettes noires et blouson de cuir sur le dos, jetant à dessein ses mégots de cigarettes devant les portes de ceux qui l'avaient chassé.
Les Sadamori, un couple de sexagénaires qui vivaient à une centaine de mètres de chez lui, la veuve Yamamoto, dont la maison bordait la seule route du village, le vieux Ishimura, maraîcher et secrétaire de la coopérative locale, ou Madame Kawamura, veuve et pipelette locale bien inoffensive faisant partie de ces bêtes noires, et il commença à les cibler ouvertement, faisant faire ses besoins à son chien devant leur porte ou dans leur jardin, et s'arrêtant avec son gros 4x4 Nissan devant chez eux, le moteur vrombissant. Le reste du temps, enfermé chez lui, il composait des sculptures étranges à partir de mannequins en plastique récupérés chez les marchands de vêtements de la ville, de vieilles pièces agricoles, de jouets et de statuettes de jardin cassées, œuvres qu'il plaçait dans son jardin et devant sa maison. Il commença à écrire de courts textes vengeurs qu'il placarda sur ses vitres pour qu'ils puissent être lus de l'extérieur, et prit pour habitude de diffuser de la musique très très fort, et ce, tard dans la nuit. Bien sûr, tout cela n'arrangea rien et certains riverains commencèrent à parler de lui à la police locale, qui lui rendit quelques visites de routine, ce qui le plongea encore plus dans sa paranoïa. Un jour, Madame Sadamori perdit sa mère, et comme le veut la tradition, le couple organisa une réception pour les voisins et la famille afin de rendre un dernier hommage à la défunte. Romy, déjà copieusement éméchée, s'invita à la petite réunion, veste en lézard sur le dos, bottes pointues et rébène sur le nez, ne se déchaussant même pas pour entrer dans la maison. Il but quelques bouteilles de bière sur la table centrale et, voyant une pièce de viande rôtie près de laquelle reposait un long couteau de cuisine, l'attrapa et le lança à M. Sadamori. Alors que ce dernier le ramassait pour ne pas que le gras tache les tatamis, Romy sortit un couteau automatique de sa poche et défia le vieil homme, lui disant que s'il avait quelque chose à lui reprocher, c'était le moment de défendre son point de vue. Il approcha de l'hôte en le menaçant de son couteau et Sadamori, dans un geste défensif automatique, leva sa main qui tenait l'ustensile de coupe qui rafla légèrement le menton de Romy. Ivre de colère, il décrocha un violent coup de poing qui frappa l'homme directement dans la mâchoire, le faisant s'écrouler au sol, groggy. L'ancien maçon replia son couteau, prit une bouteille de bière sur la table et rentra chez lui devant une assemblée médusée. Le lendemain matin, la police vint l'interroger et il exposa son point de vue que les enquêteurs purent entendre. Sa petite blessure au menton avait bien été causée par la lame que tenait la victime, et la maréchaussée savait bien que les relations étaient tendues entre les deux parties. Il reçut un avertissement et donna son couteau automatique au policier, et l'incident s'arrêta là. À partir de ce jour, plus personne ne lui adressa la parole et l'incident fit le tour du pays, renforçant l'animosité que la population avait envers lui. Il se terra encore plus dans sa maison et son univers et entreprit de faire de son arrière-cour un espace d'exposition supplémentaire pour ses créations bizarres. Il acheta une grande quantité d'herbicides et de pesticides à Yamaguchi et passa chez un ami à lui pour faire le plein de pilules diverses, ces ordonnances ne suffisant plus à sa consommation. Équipé d'un diffuseur dorsal, il aspergea les alentours de sa maison et les bas-côtés de la route communale de divers produits chimiques suscitant l'ire de ses voisins qui avertirent une nouvelle fois la police. Il s'en tira à nouveau, n'utilisant que des produits légaux et invoquant l'absence d'employés municipaux et la prolifération des mauvaises herbes sur la voie publique. À nouveau hors de lui que les gens aient pu appeler la police, il menaça le vieil Ishimura et lui promit que la prochaine fois que la police viendrait, ce serait, je cite, « pour se baigner dans une mare de sang ». Mois après mois, la tension monta d'un cran entre Romy et la population. Ce dernier, souvent saoul et bourré de médicaments, s'enfonçait dans une espèce de paranoïa dépressive, voyant en chaque voisin un ennemi qui lui voulait du mal et commençait à développer des réflexes défensifs à chaque occasion. En janvier 2011, il fut victime d'une grave intoxication alimentaire et en sortant de l'hôpital, fonça porter plainte pour empoisonnement, convaincu qu'il était qu'un voisin avait versé du poison dans son curry pendant qu'il avait le dos tourné.
L'enquête montrera que Romy, qui avait une hygiène de vie qui laissait de plus en plus à désirer, consommait de la nourriture avariée et ne se lavait jamais les mains après avoir pulvérisé les produits chimiques dont il inondait les abords de sa maison. En juin 2011, l'un de ses chiens tomba malade et décéda quelques jours plus tard. Là encore, il alla porter plainte contre l'une de ses voisines, Madame Kawamura, qu'il disait avoir vu verser du poison dans la gamelle d'eau de ses chiens. Une fois encore, l'enquête démontrera que le pauvre animal était mort empoisonné par les pesticides que son maître pulvérisait à foison. Isolé et enfermé dans sa maison, la plupart du temps, il ne sortait plus que pour insulter les gens qui passaient devant chez lui, les menaçant de tous les maux de la terre et les accusant des siens. Mais la réalité de la société rurale japonaise fit que personne n'avertit la police ou les services sociaux et l'on changea juste de chemin pour aller au champ. De son côté, Romy Kosei s'enfonçait de plus en plus dans la folie et notait dans ses petits carnets les phrases qu'il attribuait aux voisins qui l'espionnaient et qui lui promettaient 1000 morts. Un matin de mai 2012, il partit pour Shunan et porta plainte contre ses voisins pour la destruction d'une tondeuse par le feu et des menaces de mort, expliquant à l'officier qu'il était victime de ces riverains depuis des années et que s'il ne faisait rien, il finirait assassiné par ces derniers. Une équipe d'enquêteurs vint faire son travail et recueillit des témoignages des villageois et de la brigade locale, comprenant mieux à qui ils avaient affaire. Ils visitèrent Romy et lui conseillèrent de retourner voir son médecin pour faire un bilan et reprendre son traitement. Pour ce qui est de la tondeuse, il n'en avait jamais possédé et aucune trace de feu ne fut observée par les policiers à l'endroit indiqué. Quelques jours plus tard, une infirmière psy dépêchée par la préfecture vint le visiter et lui donna un rendez-vous à l'hôpital de Shunan. Il ne s'y rendit jamais et le suivi s'arrêta là. Au mois de juillet 2013, Romy Kosei ne sortait déjà presque plus de chez lui depuis des mois. Amaigri, les yeux exorbités et d'une blancheur cadavérique, il vivait dans son monde de fantasmes paranoïaques d'un monde qui voulait sa mort et écrivait des notes sur ses voisins qu'il punaisait sur ses murs, prévoyant pour chacun un procès et une sentence qu'il pourrait administrer lui-même. Comme il le faisait depuis quelque temps déjà, il écrivait des messages de menaces sous forme de courts poèmes qu'il affichait sur ses fenêtres. Le dernier en date parlait de brûler le village et de tous les tuer. Les 14 et 15 juillet, il entreprit d'ailleurs une tournée d'insultes et de menaces de mort du village, mais personne ne le prit au sérieux. Les voisins rentrèrent chez eux en le dévisageant ou lui dirent juste de se taire et de se faire soigner. Le soir du 15, pris par des hallucinations auditives, il crut entendre certains des riverains le menacer de mort et se rire de ses parents décédés. Bien décidé à ne pas laisser tout cela impuni, il s'enferma dans son petit atelier et entreprit la réalisation de ce qu'il appela un bâton de justice. Il choisit une branche de chêne rouge qu'il tourna et brûla pour la solidifier, laissant une extrémité ronde et contondante qu'il habilla de pointes de fer sur un côté. Le 21 juillet, il se rendit à Shunan où il acheta 2 bidons de 20 litres d'alcool à brûler, puis il rentra à Oasa. Il chaussa ses Ray-Ban préférés, mit son blouson de cuir et accrocha son lourd bâton à une lanière de cuir qu'il passa autour de ses épaules. Vers 21h, il arriva devant la maison de Madame Yamamoto Miyako, 79 ans, qu'il accusait d'avoir empoisonné son chien et versa quelques litres d'alcool à brûler sur le tas de bois placé sous un abri. On aspergea les murs de bois de la remise et les portes et alluma le tout avec son briquet. La maison s'enflamma comme un tas de feuilles sèches et bientôt, la veuve sortit, paniquée, le plus vite qu'elle pouvait. Romy se tenait debout face à la porte, son lourd bâton de justice brandi vers le ciel. Lorsque la vieille femme franchit le palier, il lui en asséna un violent coup sur la tête, ce qui lui fit perdre connaissance immédiatement. Il la traîna dans la cour et se déchaîna sur elle avec son gourdin, lui fracassant la tête pendant des minutes entières. Lorsqu'il partit, tout ce qui était au-dessus des épaules de Madame Yamamoto n'était plus qu'une bouillie informe. Il se hâta et marcha jusqu'à la maison des Sadamori, Makoto et Kyoko, 71 et 72 ans, qu'il accusait d'avoir essayé de l'empoisonner. Là encore, il aspergea la maison d'alcool et y mit le feu. Le couple sortit en courant par la porte de derrière, et le meurtrier leur courut derrière pendant quelques mètres avant de frapper Madame Sadamori à la tête avec son arme.
Cette dernière tomba au sol en criant, ce qui fit s'arrêter son mari qui fit demi-tour pour venir l'aider. Il n'en eut pas le temps, Homi lui décocha un violent coup de bâton qui percuta du côté des pointes de fer, ce qui eut pour effet d'arracher la moitié du visage du malheureux. Tombé lui aussi au sol, il lui défonça le crâne méthodiquement jusqu'à ce que mort s'ensuive, puis fit de même avec sa femme, toujours consciente, et qui le suppliait. Dans le village, des voisins qui avaient aperçu la fumée avaient appelé les pompiers de Sunan grâce au téléphone d'un autre voisin, les portables ne passant pas dans la vallée. Certains sortaient pour essayer d'éteindre les incendies avec les moyens du bord et le vengeur aux lunettes noires profita de la confusion pour continuer son épopée meurtrière. Il marcha jusqu'à la ferme de Ishimura Fumito, 80 ans, qu'il détestait par-dessus tout pour l'avoir empêché dans ses projets de coopérative et qu'il accusait d'avoir incendié sa tondeuse imaginaire. Il entra dans la maison du vieil homme, complètement sourd, et monta dans sa chambre. Il le massacra à coups de gourdin et s'acharna pendant des minutes entières sur sa tête, son torse et ses parties génitales ne laissant du corps qu'un amas de chair sanglante. Toujours pris dans une espèce de transe meurtrière, il courut jusqu'à la petite maison de Madame Kuwamura Satoko, 73 ans, qu'il accusait de propager des rumeurs sur lui et de dénigrer ses défunts parents, et lui réserva le même sort qu'aux 4 autres, la massacrant à coups de bâton. Alors que les sirènes de pompiers commençaient à retentir, il rentra chez lui, posa son bâton de justice sur son lit, attrapa un petit enregistreur numérique qu'il avait acheté pour y immortaliser ses poèmes, et y enregistra un long message dans lequel il expliquait les complots contre lui et toutes ces années, les tentatives de meurtre contre sa personne et l'assassinat de son chien, la façon dont il s'était vengé de ces gens et aussi la façon dont il allait mettre fin à tout cela par ses propres moyens. Puis il se déshabilla, attrapa une longue corde de nylon, une bouteille de whisky et 2 boîtes de barbiturique et marcha, en slip, vers les montagnes. Il s'arrêta à environ 1 kilomètre de chez lui, en pleine forêt, arrima la corde à un arbre et s'assit un moment pour descendre une bouteille avant de prendre ses médicaments et accomplir son destin. Mais l'excitation des heures passées redescendant et le whisky aidant, il s'endormit au pied de l'arbre. Au village, les pompiers s'affairaient à éteindre les incendies et avaient déjà découvert le corps de Madame Yamamoto. Voyant d'évidence qu'il ne s'agissait ni d'un accident pour la victime ni pour les incendies, ils avaient déjà prévenu la police de Shunan qui ne tarda pas à arriver pour sécuriser et geler la scène de crime. Très vite, vers 1h du matin, la police découvrit les corps des époux Sadamori et recueillit les premiers témoignages. Pour les habitants, cela ne faisait aucun doute, c'était un coup du voyou local, le fils Homi, la pire crapule qui ait jamais vécu par ici. Les enquêteurs se rendirent à la maison de Homi et entrèrent en cassant la porte après plusieurs minutes d'appel. Ils ne l'y trouvèrent pas, mais virent le bâton ensanglanté sur le lit et l'enregistreur numérique sur la table avec une note manuscrite demandant à celui qui le trouverait d'écouter son message. L'officier en charge appela les renforts de Yamaguchi et au petit matin, 100 policiers se mirent à la recherche du suspect principal de ce triple meurtre, pendant que la sécurité civile évacuait le reste de la population vers des abris plus sûrs. Ils n'eurent pas loin à aller et le trouvèrent encore endormi en sous-vêtements sous une corde de vinyle bleu qui pendait au-dessus. Il fut arrêté officiellement le 23 juillet et placé en garde à vue, suspecté d'incendie volontaire et de 3 homicides. Il ne tarda pas à tout avouer, y compris les 2 meurtres supplémentaires dont les policiers n'avaient pas encore découvert l'existence. Il fut envoyé au bureau du procureur de Yamaguchi le 26 juillet et mis en examen pour quintuple meurtre et incendie volontaire. Le 27, Yamada Takayuki, un avocat pénaliste de Yamaguchi, fut chargé d'organiser la défense de Homi Kose, assisté du jeune avocat Okimoto Hiroshi, qui décida immédiatement d'orienter la défense vers une abolition du jugement et demanda une expertise psychiatrique de leur client. Le parquet ordonna l'expertise le 17 septembre 2013 et le 27 décembre, après 3 mois d'évaluation par des experts agréés, Homi fut reconnu responsable de ses actes et mis en examen officiellement, quittant l'hôpital pour la prison.
En août 2014, les deux avocats réussirent à obtenir une nouvelle expertise psy par des médecins indépendants venus de Tokyo, estimant que la première n'avait pas été objective et trouvant même des irrégularités dans le dossier. Le 16 octobre 2014, Homi quitta la prison pour retrouver l'hôpital psychiatrique de Yamaguchi dans lequel il passera 5 mois et rencontrera une dizaine de médecins qui n'arrivèrent pas à estimer son degré d'irresponsabilité et la part de l'alcool et des médicaments dans son passage à l'acte. Il sortira le 27 février 2015 et sera déclaré responsable devant la loi et donc apte à comparaître, ne reconnaissant une part d'abolition du jugement que pour les incendies criminels. La procédure d'arrangement préalable entre la partie civile et la défense se termina le 10 juin 2015 et il fut décidé de faire appel à un jury populaire de 6 personnes qui furent sélectionnées le 17 juin pour assister les 4 juges nommés pour le procès. Les audiences commencèrent le 25 juin et d'entrée, Homi Kosei nia tout en bloc, revenant sur ses aveux qu'il dit avoir été arraché de force par la police qui l'aurait frappé et intimidé pendant les interrogatoires. Il affirma que tout n'était qu'un complot des villageois contre lui et que l'enregistrement trouvé chez lui était un faux réalisé avec la complicité de la police. Pendant les premiers jours du procès, des experts incendies se succédèrent pour démontrer que c'était bien l'alcool à brûler acheté par le mis en examen qui avait servi à allumer les incendies, hypothèse confirmée par les empreintes digitales retrouvées sur les bidons. Les psychiatres qui avaient suivi Homi avant les faits et ceux qui l'avaient expertisé reconnurent qu'il avait des bouffées de délire, de persécution, mais qu'aucun trouble délirant ou aucune pathologie de type schizophrénique n'avait été détectée chez lui. Le 8 juillet 2015, 7 membres des familles des victimes vinrent témoigner et dressèrent un portrait accablant de l'accusé, preuve à l'appui, demandant la peine capitale avec effet au plus vite. C'est en effet ce que le procureur demandera lors de la dernière audience du 10 juillet. Maître Yamada plaida la folie, bien sûr, mais aussi le parcours chaotique de Homi, le rejet et la cruauté des habitants de la vallée à son encontre, et le jury se retira pour délibérer. Le 28 juillet, le jury et les juges présidés par Oyori Jun déclarèrent l'accusé coupable de tous les chefs d'accusation et le condamnèrent à la peine capitale. Le même jour, les avocats interjetèrent appel devant la haute cour de Hiroshima. En quittant la salle, le président du tribunal demanda à Homi Kosei s'il voulait enfin présenter ses excuses aux familles des victimes, mais ce dernier répliqua juste « Je ne m'excuserai jamais, pourquoi devrais-je le faire ? C'est moi la victime dans cette histoire. » Le 25 juillet 2016, le procès en appel présidé par le juge Tawada Takashi s'ouvrit à Hiroshima. Maître Yamada attaqua directement par une plaidoirie sans équivoque qui demandait le placement de son client en unité psychiatrique, présentant 52 évaluations de psychiatres qui allaient dans son sens. Elles furent toutes rejetées une par la cour. Les preuves furent à nouveau présentées, l'arme du crime couverte du sang des victimes et des empreintes de Homi, retrouvées à son domicile, les aveux sur l'enregistreur, les empreintes de pas sur les lieux des meurtres et des incendies, et les vêtements du mis en examen couverts du sang des victimes identifiées par leur analyse ADN. Face à tout cela, la défense demanda de nouvelles expertises psychiatriques qui furent rejetées par la cour. Le 13 décembre 2016, sans éléments nouveaux dans le dossier, la haute cour de Hiroshima confirma la condamnation à mort. Mais là encore, Maître Yamada interjeta appel au prix de la Cour suprême immédiatement, visant les vices de procédure et autres irrégularités possibles dans le dossier. L'audience de l'ultime recours légal qu'est la Cour suprême commença le 29 mars 2019, présidée par le juge Yamaguchi Atsushi. Les avocats de la défense présentèrent à nouveau les expertises psy indépendantes et mirent en avant les soupçons de violence de la part des policiers lors des interrogatoires. Ils trouvèrent des fautes de frappe dans les rapports légaux et des pièces à conviction mal archivées ou perdues et retrouvées pendant l'instruction. Homi, lui, toujours convaincu de son innocence, promit à la cour d'être bien sage quand on le laisserait sortir, de faire de la poterie et de vivre chichement, mais dignement avec les indemnités que l'État lui verserait pour cette erreur judiciaire terrible.
La Cour suprême s'est ensuite retirée pour délibérer le 11 juillet 2019 à 15 h et 5 heures plus tard a confirmé la condamnation à mort de Homi Kosei et rejeté dans la foulée la demande de révision de Maître Yamada. Le 27 septembre 2020, le condamné a été transféré dans le couloir de la mort de la prison de Hiroshima où il attend son exécution. Depuis, l'équipe de Maître Yamada fait des pieds et des mains pour ouvrir le dossier et demander un nouveau jugement tentant de saisir les cours locales, seule solution pour casser une décision nationale. Le 15 novembre 2022, la Haute Cour de Hiroshima a rejeté toutes les demandes de révision et de réouverture, mais depuis, le bureau juridique Yamada, aidé d'un collectif abolitionniste, a déposé un recours spécial auprès de la Cour suprême, demandant l'intervention du ministre. Pour l'heure, aucune décision n'a été prise et Homi Kosei attend toujours son dernier jour dans l'aile des condamnés à mort de la prison de Hiroshima. En mai 2019, l'écrivain et sociologue Shiro Shigeyuki sortit un livre sur l'affaire après une enquête approfondie de 2 ans, sur place et auprès des témoins directs et proches des victimes et du condamné. C'est la lecture de cet ouvrage qui m'a donné envie de vous parler de cette affaire terrible et encore une fois évitable dans un cadre différent. La dérive de Homi Kosei n'est pas rare dans ce Japon qui ignore ses malades mentaux et feint de les soigner pour mieux s'en débarrasser. La loi tacite de rejet de l'étranger qui prévaut dans les campagnes japonaises et s'étend même à celui qui vient de la préfecture voisine peut être très dur à vivre et pousser celui qui connaît déjà des soucis intérieurs à plonger dans la dépression et le ressentiment, voire pire. Lorsqu'on lit les comptes rendus des experts psychiatriques nommés pour cette affaire et les différents récits des proches de Homi, on ne peut que penser et croire à un profond raté de la médecine et à un grand gâchis humain organisé. La place de cet homme, malade, bien qu'assassin et incendiaire, n'est pas au bout d'une corde, mais bien dans un établissement spécialisé, qui se chargera de le traiter jusqu'à la fin de ses jours comme il aurait dû l'être, depuis le début. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. Si mes contenus vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire pour le référencement, de liker, de partager autour de vous. La chaîne et mes contenus subissant les affres de la démonétisation YouTube, si vous le pouvez et le voulez, vous pouvez m'aider en laissant un petit pourboire via Tipeee, un petit Super Thanks, sous la vidéo, le petit cœur avec un $1 à l'intérieur, en devenant membre de l'unité Satsujin ou en me faisant un don via PayPal, là encore le lien est en description. Retrouvez-moi également tous les jeudis à 20 h sur Twitch pour des lives où nous parlons de choses parfois totalement différentes des sujets dont je traite dans mes vidéos. Voilà, je vous laisse, d'autres sujets poussiéreux, sanglants, voire épineux m'attendent encore dans des dossiers derrière. Matane.